La semaine où mon frère a exigé 15 millions d'euros de ma part, ma mère a dressé la table avec la belle porcelaine qu'elle avait achetée avec ma carte de crédit, 11 ans plus tôt. Elle ne se souvenait pas de ce détail. Elle a disposé chaque assiette comme si elle présentait un plaidoyer, pour déterminer qui dans cette famille méritait de belles choses. Brett a eu la place en bout de table, comme toujours. J'ai eu la chaise près de la contreporte pleine de courant d'air, celle dont le loquet ne fermait jamais correctement. Mon nom figure sur une maison que mes parents disent avoir achetée pour leur fils. Il y est depuis 11 ans. Personne à cette table ne le savait encore. Mais ce qui a bouleversé toute la soirée, ce dont aucun d'eux ne se souvenait, c'était de savoir qui, en réalité, avait soutenu cette maison tout ce temps. Je m'appelle Georgia, j'ai 34 ans, et j'ai bâti une entreprise d'aide à domicile à partir d'un seul client et d'une berline d'occasion. Voici le Noël où ma famille a appris ce que le silence avait réellement acheté. Si vous avez déjà été la personne forte que personne n'a jamais pensé à remercier, cette histoire est pour vous. Laissez un commentaire et n'oubliez pas de vous abonner. J'ai conduit depuis Columbus le dimanche avant Noël, comme je le faisais chaque année depuis mon départ. 1h15 d'autoroute grise et plate, puis le virage dans la rue de mes parents à Dayton. La même couronne, le même renne en plastique penché dans le jardin. À l'intérieur, l'horloge en forme d'étoile au-dessus de la table faisait tic-tac comme pendant toute mon enfance, bruyante dans les silences entre les choses que les gens voulaient dire. Ma mère, Carole, sortait du four un jambon piqué de clous de girofle, et son odeur m'a frappé, me rappelant une version plus jeune de moi-même. Georgia, dit-elle sans se retourner, dresse la table avec la belle porcelaine. Elle est dans le vaisselier. J'ai ouvert le vaisselier et elles étaient là, les assiettes crème avec le fin liseré doré. Je me souvenais du magasin. Je me souvenais de la carte que j'avais tendue à la vendeuse, à 23 ans, parce que celle de ma mère ne marchait pas et que Brett avait besoin de belles choses pour sa pendaison de crémaillère. Je n'ai jamais été remboursé. Je n'ai jamais demandé. J'ai quand même aligné les assiettes, une par une, les liserés dorés accrochant la lumière. 6 couverts, celui de Brett en bout de table, le mien près de la porte. Mon père, Denny, est entré en sentant le garage, et m'a tapé sur l'épaule comme si j'étais une livraison arrivée à l'heure. La voilà, a-t-il dit. La femme occupée. C'était toujours mon nom dans cette maison. La femme occupée, la femme capable, celle qui n'avait besoin de rien. J'avais payé pour cette pièce plus que quiconque assis à l'intérieur ne le savait. Et j'étais sur le point de découvrir combien cela valait pour eux. On apprend les mathématiques d'une famille quand on est jeune. Les miennes étaient simples. Quand Brett a voulu reprendre ses études à 26 ans, mes parents ont payé les frais de scolarité 2 fois, parce que la première n'avait pas marché. Quand son appartement est devenu trop cher, ils ont couvert son loyer pendant 2 ans, et ont appelé ça une période difficile. Quand son pick-up a été saisi, mon père a conduit à l'aube, et a payé la fourrière en espèces pour que les voisins ne le voient pas. J'ai appris tout cela de seconde main pendant les fêtes, racontées comme de chaleureuses histoires de famille. Mes propres périodes difficiles, je les ai gérées seul, car c'était mon rôle. À 18 ans, j'ai demandé à ma mère de se porter garante pour une caution de 400 € sur un studio. Elle m'a regardé par-dessus son café et a prononcé la phrase que j'allais entendre sous 100 formes différentes au fil des ans, « Chérie, on ne peut miser que sur un seul cheval. » Elle parlait de Brett. Elle parlait toujours de Brett. Elle croyait dur comme fer qu'un fils portait une famille vers l'avant, et qu'une fille se portait elle-même. Alors je me suis porté moi-même. J'ai enchaîné les doubles services. J'ai payé cette caution avec mes pourboires. Et chaque Noël, je conduisais jusqu'ici pour regarder l'unique cheval recevoir un peu plus. Et je me disais que cela ne m'atteignait plus. Ce dimanche-là, en alignant les assiettes à liseré doré que j'avais payées, j'y ai presque cru. Puis, ma mère m'a souri, avec une douceur excessive, et m'a demandé comment allait la petite entreprise d'aide à domicile. Et j'ai compris, comme on comprend la météo, que quelque chose se préparait. Elle n'avait jamais posé la question auparavant. Je ne savais juste pas encore ce qu'elle avait entendu. Voici comment je m'en suis sorti. Au cas où vous penseriez que j'étais le genre de femme à m'asseoir sur cette chaise pleine de courant d'air et à encaisser, je suis parti à 18 ans, avec 2 sacs de sport et un diplôme d'aide-soignante, CNA, que je m'étais payé moi-même. Aide-soignante certifiée. Cela signifiait que je pouvais faire la toilette d'un inconnu, soulever un homme adulte qui était tombé, m'asseoir avec quelqu'un à 3 heures du matin quand la peur surgissait. Ma première vraie cliente était une femme de 91 ans nommée Patricia Vance,
et elle a changé le cours de ma vie. Patricia avait enterré un mari, et survécu à 2 de ses propres enfants, et elle ne tolérait pas les sottises, y compris les miennes. La première semaine, je me suis excusé pour tout. Je me suis excusé pour la circulation, pour la météo, pour prendre de la place. Patricia a posé sa tasse de thé et m'a regardé. Arrête ça, a-t-elle dit. Les gens te traitent selon le prix que tu t'accordes. Tu te distribues gratuitement. Je ne l'ai jamais oublié. J'ai commencé à facturer ce que valaient mes heures. J'ai commencé à dire non. Patricia est devenue ce qui se rapprochait le plus d'une vraie mère pour moi, ce qui est une chose étrange à dire d'une cliente. Mais la famille, c'est surtout ceux qui sont là pour vous. J'ai passé 8 ans à apprendre la seule chose que mes propres parents ne m'avaient jamais apprise, qu'être nécessaire n'est pas la même chose qu'être aimé, et qu'on peut être à la fois la personne la plus forte d'une pièce, et celle qui la porte à bout de bras. Je n'avais simplement pas encore appris comment poser la pièce. Cette leçon était encore à venir. Elle est arrivée vêtue d'un pull de Noël, avec la voix de ma mère derrière. La signature a eu lieu quand j'avais 23 ans. À ce moment-là, j'avais quelque chose dont mes parents avaient soudainement besoin, un historique de crédit impeccable et quelques économies. Brett avait trouvé une maison à Dayton, un plein-pied pour débuter, avec un érable dans la cour, et il la voulait désespérément. Le problème, c'était Brett. Il avait 2 saisies à son actif, une cote de crédit au plus bas, et un travail qu'il occupait depuis 6 semaines. Aucun prêteur ne voulait de lui seul. Alors, mes parents ont conduit jusqu'à Columbus un samedi, avec un dossier et un plan. Nous avons juste besoin de ton nom dessus, a dit ma mère en glissant les papiers sur la table de ma cuisine. C'est une formalité. Tu as un bon crédit. Ça protège la famille. Mon père a ajouté la partie qui m'a convaincu, tu aiderais ton frère à construire quelque chose. Il a besoin d'un coup de pouce. Tu as déjà eu le tien. J'avais 23 ans. Je voulais plus que tout être enfin la fille qui aidait, au lieu de celle dont on attendait simplement qu'elle aille bien. Alors, j'ai signé. Je ne me suis pas portée garante, comme on le ferait pour un ami. Ils m'ont inscrite comme co-emprunteur sur le prêt et sur le billet à ordre, mon nom à côté de celui de Brett, comme une partenaire. J'ai même mis 4 000 € de mes propres économies dans la compte, parce que l'argent du don est tombé à l'eau à la dernière minute. Ils m'ont dit que je serais retiré du prêt dans 1 an ou 2, une fois que Brett se serait remis sur pied. Je les ai crus. C'est la dernière fois que faire confiance m'a coûté cher, car j'ai appris la leçon. Mais la signature est restée, tout comme mon nom. Pendant 11 ans, sur une maison que tous les membres de ma famille auraient juré avoir achetée pour leur fils. Je veux être clair sur un point, car je sais à quoi cela ressemble. Je ne suis pas resté sur ce prêt pendant 11 ans par faiblesse. J'ai essayé de m'en détacher plus de fois que je ne peux compter. Voici le piège, et il est bien réel. Quand vous êtes co-emprunteur, vous ne pouvez pas simplement vous en aller. La seule façon de retirer votre nom d'une hypothèque, c'est si l'autre personne refinance l'intégralité du prêt, uniquement à son nom. Et pour refinancer, Brett devait se qualifier seul. Il n'a jamais pu le faire. À chaque fois que j'insistais, la réponse de la banque était la même, ses revenus n'étaient pas stables, son crédit était un désastre. Le prêt est resté exactement où il était, avec nos 2 noms dessus. J'avais donc un choix, qui n'en était pas un. Si Brett manquait un paiement et laissait le prêt faire défaut, cela ne l'aurait pas seulement coulé lui. Cela aurait aussi anéanti mon crédit. Le crédit que j'utilisais pour bâtir une entreprise à partir de rien. Alors, quand il était à court d'argent, ce qui arrivait souvent, je compensais discrètement la différence. Quelques centaines par-ci, 1 200 € par-là. Je notais chaque euro dans un carnet que je gardais dans mon bureau. Non pas parce que je prévoyais de m'en servir, mais parce que les infirmières consignent tout. On note ce que l'on donne pour ne pas se perdre de vue. Brett ne l'a jamais su. Mes parents ne l'ont jamais su. Ils étaient trop occupés à dire aux voisins qu'ils avaient acheté une maison à leur fils, pour remarquer que le crédit qui la soutenait, appartenait à la fille dont ils juraient qu'elle n'avait besoin de rien. Le fils en or vivait sur le nom de la fille forte. Ils ne voyaient simplement pas le sol sur lequel il se tenait. Pendant que je soutenais discrètement la maison de Brett, je bâtissais mon propre projet, et personne ne m'a posé la moindre question à ce sujet. Tout a commencé avec Patricia, lorsque son agence habituelle n'arrêtait pas d'envoyer différentes aides-soignantes qui ne connaissaient pas ses médicaments. J'ai commencé à combler les lacunes moi-même, en dehors de mes heures de travail, puis pendant.
D'autres familles de son immeuble en ont entendu parler, elles voulaient quelqu'un de stable, quelqu'un qui se présentait, quelqu'un qui traitait leur mère comme une personne, et non comme une tâche sur une feuille. J'ai embauché une aide-soignante, puis 3. J'ai appelé ça Artsted Home Care, soins à domicile le foyer, parce qu'un foyer est la chose autour de laquelle une maison est construite, et j'avais passé ma vie à rendre chaleureuses les maisons des autres. Je la dirigeais depuis une berline d'occasion avec 200 000 miles au compteur, et une table pliante dans mon appartement. J'ai appris à gérer la paix à minuit. J'ai appris la planification, les codes de facturation, les licences d'État, toute l'arithmétique brutale de prendre soin des gens pour gagner sa vie. 8 ans plus tard, Artsted comptait 90 aides-soignantes dans 3 comtés, et nous étions connus comme l'agence qui ne vous laissait pas tomber. Cette réputation était notre atout. Un groupe de services de santé plus important est venu frapper à notre porte, comme ils le font quand quelque chose de petit est bien géré. Ils voulaient racheter. J'ai passé 4 mois en vérification diligente, dans des pièces pleines d'avocats, à tenir bon sur la seule condition que je refusais d'abandonner, chaque aide-soignante gardait son emploi. Le jour où l'accord a été conclu, Artsted s'est vendu pour 25 millions d'euros. Je me suis assise dans ma voiture dans le parking et j'ai appelé Patricia, pas ma mère. Patricia, c'était la seule personne à qui je voulais l'annoncer. Bien, a-t-elle dit. Maintenant, ne laisse personne te rabaisser pour ça. J'aurais dû noter ça aussi. La vente a été conclue fin septembre, 3 mois avant ce fameux Noël. Je ne l'ai dit à presque personne. Les gens supposent que vous annoncez une chose pareille, que vous voulez que la famille vous voie enfin. Pas moi. Je savais exactement ce qui se passerait, le jour où ma famille apprendrait qu'il y avait de l'argent. Je l'avais vu arriver à d'autres. L'argent ne change pas ce qu'est une famille. Il ne fait qu'augmenter le volume. Alors, j'ai gardé le secret. J'ai remboursé ma propre petite hypothèque à Columbus. J'ai mis la majeure partie du reste de côté, intacte, parce que j'avais appris à la dure, que le premier instinct des personnes qui n'ont jamais rien gagné, c'est de dépenser ce qui vous appartient. J'ai même fait la chose prudente, la chose que je veux que vous remarquiez. J'ai appelé la banque qui détenait le prêt de Brett, et j'ai redemandé ce qu'il faudrait pour que mon nom soit libéré. Même réponse, Brett devait refinancer. Brett ne le pouvait toujours pas. Alors j'ai laissé tomber, j'ai continué ma vie tranquille, et je me suis dit que je m'occuperais de la maison la nouvelle année. J'y étais presque. Ce que je n'avais pas prévu, c'était Ashley. La femme de mon frère avait l'habitude de faire défiler les réseaux sociaux, et elle est tombée sur quelque chose avec le nom de mon entreprise dessus. Un article sur les entreprises locales. Artsted Home Care acquise dans un accord à 8 chiffres. Mon visage, petit dans le coin. Elle l'a lu 2 fois. Ensuite, elle a fait la chose qui a tout déclenché. Elle a pris le téléphone et a appelé ma mère. Et la contreporte de cette année tout entière s'est ouverte en grand, le loquet cassé, comme toujours. Je sais comment les appels se sont passés, parce qu'Ashley aime avoir un public. Et elle a raconté l'histoire plus tard, comme si elle m'avait rendu service. Elle a lu le gros titre à ma mère au téléphone. 8 chiffres, a-t-elle dit lentement, comme on abat ses cartes. 25 millions, estimait l'article. Ma mère s'est tue, puis a demandé à Ashley de le relire. Voici ce que j'ai compris, à la seconde où mon propre téléphone a commencé à sonner plus qu'il ne l'avait fait de toute l'année, la famille pour laquelle j'avais été invisible pendant 34 ans, venait soudainement de s'intéresser de très près à moi. Ma mère a appelé mardi, douce comme le jambon. On ne te voit plus jamais. Viens plus tôt cette année. Brett m'a envoyé un SMS, ce qu'il ne faisait jamais, quelque chose de joyeux avec beaucoup trop de points d'exclamation. Mon père a appelé pour me demander si ma situation automobile allait bien, ce qui était sa façon de tourner autour de l'argent sans le dire. J'ai observé tout cela avec un calme étrange, car j'avais prédit chaque mouvement. Je suis le genre de personne qui prévoit les chutes. C'est le métier. Vous regardez un escalier, et vous voyez où quelqu'un pourrait dégringoler. J'ai regardé ma famille, et j'ai vu exactement où cela menait. Ce que je n'avais pas encore décidé, c'était ce que j'allais faire quand on en arriverait là. J'avais une maison à mon nom, un carnet rempli de euros silencieux, et un frère qui était sur le point d'apprendre que le sol sous sa vie était à moi. Je n'avais simplement pas encore retiré le sol. Cette semaine-là, j'ai commencé à m'y préparer. J'ai failli ne pas faire le trajet du tout cette année-là. Quelque chose dans mes tripes me disait de ne pas y aller. Mais Patricia avait 91 ans,
et je lui avais promis d'arrêter de fuir les pièces où j'avais le droit de m'asseoir. Alors j'y suis allé. Si vous êtes déjà entré dans la cuisine de votre famille, en vous préparant au pire, en serrant déjà le volant à 2 rues de là, alors vous savez exactement ce que j'ai ressenti en prenant cette sortie. Commentez, je connais ça. Continuons. Les appels continuaient, et ils changeaient de forme. D'abord, c'était de l'amour, puis c'est devenu du besoin. À la 2e semaine de décembre, ma mère avait cessé de prétendre que les appels étaient dus au fait que je lui manquais. Ton frère traverse une mauvaise passe, a-t-elle dit. Tu sais comment la maison engloutit l'argent. Je savais mieux qu'elle comment la maison engloutissait l'argent. Je la nourrissais depuis 11 ans. Il est trop fier pour demander, a-t-elle poursuivi. Mais la famille s'entraide. Tu es en position, maintenant. Voilà. Enfin. La position. Il aurait bien besoin d'un peu d'aide pour se mettre à jour, a-t-elle dit. Tu n'en as pas besoin. Lui, si. Elle l'a dit de la même manière qu'elle l'avait dit toute ma vie. Comme une loi de la nature. Tu n'en as pas besoin. Lui, si. Comme si le besoin était la seule monnaie qui comptait, et que la capacité vous disqualifiait d'être pris en charge. Je me suis assise dans ma cuisine à Columbus, à la même table où j'avais signé ces papiers à 23 ans, et j'ai senti quelque chose de vieux et de fatigué devenir enfin froid et clair. Je n'ai pas discuté. Discuter, c'était l'ancien rôle, celui où je m'expliquais et je perdais quand même. Au lieu de cela, j'ai dit que j'allais y réfléchir, j'ai raccroché, et j'ai fait quelque chose que je n'avais jamais fait en 34 ans, à force d'être la femme occupée, j'ai appelé un avocat. Non pas pour me battre contre eux, mais pour comprendre exactement quelle était ma position concernant une maison que je soutenais discrètement depuis que j'étais moi-même une enfant. S'ils voulaient parler de qui méritait quoi, je voulais connaître la vérité sur papier, avant de m'asseoir à cette table. J'ai pris rendez-vous pour le jeudi. Le bureau d'Aaron Webb était au-dessus d'une boulangerie, ce que j'ai pris comme un bon signe, car quiconque travaille au-dessus de l'odeur du pain, ne peut pas être foncièrement mauvais. C'était un avocat spécialisé en droit immobilier et en droit des aînés, la soixantaine. Le genre de calme qui vient après avoir regardé des familles se faire les pires crasses, pendant 30 ans. Je lui ai tout exposé, la signature en tant que co-emprunteur, la compte, les 11 années de paiement discret, le carnet. Il a écouté sans m'interrompre, ce que les avocats font rarement. Et quand j'ai eu terminé, il s'est penché en arrière. Laissez-moi m'assurer que je comprends bien, a-t-il dit. Vous n'êtes pas co-signataire. Vous êtes co-emprunteur. Votre nom est sur le billet à ordre, et très probablement sur le titre de propriété. Il a laissé cette information flotter un instant. Ce n'est pas rien, mademoiselle Palmer. C'est de la propriété. J'avais passé 11 ans à me considérer comme le filet de sécurité de Brett, un fardeau que je portais. Aaron me disait que, sur le papier, je possédais la moitié de cette maison. Alors, qu'est-ce que je peux faire, ai-je demandé. Il a écarté les mains. Plusieurs choses. Vous pourriez poursuivre votre frère en justice, pour récupérer les paiements que vous avez couverts. Vous pourriez faire une requête, pour forcer la vente et récupérer votre part. Vous pourriez faire beaucoup de bruit. C'était la voix que je sentais la pièce attendre. Celle que vous attendez probablement aussi. Le procès, le règlement de compte. Traîner les dettes secrètes de Brett au grand jour, et le laisser s'y noyer. J'ai réfléchi à cette option. Elle avait un poids satisfaisant. Le genre de vengeance qui se termine avec tout le monde qui regarde. Aaron a dû voir quelque chose traverser mon visage, car il a ajouté doucement, mais le bruit vous maintiendra lié à cette maison, et à eux, plus longtemps. Pensez à ce avec quoi vous voulez réellement repartir. Je lui ai dit que j'y réfléchirais. Je devenais doué pour cette réplique. Avant mon départ, Aaron m'a dressé un tableau plus clair, et c'est le tableau dont vous avez besoin aussi, car c'est la charnière sur laquelle pivote toute cette nuit-là. Un co-signataire, a-t-il expliqué, doit la dette, mais ne possède rien. C'est juste un nom que la banque peut poursuivre. Il a tapoté la table. Un co-emprunteur, c'est différent. Vous devez la dette, et vous possédez une part. Vous avez des droits. Vous ne pouvez pas être retiré sans votre consentement, et vous ne pouvez pas simplement être effacé. Ensuite, il m'a dit la partie qui importait le plus, la seule façon propre de retirer votre nom de ce prêt, c'est que votre frère le refinance entièrement à son propre nom. Et pour faire cela, il doit se qualifier seul. J'ai dit oui.
Nous nous sommes regardés. Nous connaissions tous les deux Brett. En 11 ans, a dit Aaron prudemment, la situation financière de votre frère, s'est-elle suffisamment améliorée, pour se qualifier seul pour cette maison aujourd'hui, sans vous? J'ai failli rire. Brett avait refinancé cette maison 3 fois, à ma connaissance. À chaque fois en retirant des liquidités, à chaque fois en s'appuyant plus lourdement sur la valeur nette que mes paiements avaient protégée. Sa maison était une tour d'emprunt, dont mon nom soutenait la brique du bas. Non, ai-je répondu, il ne peut pas se qualifier seul. Il ne l'a jamais pu. Aaron a hoché la tête lentement, comme un homme qui regarde un problème se résoudre tout seul. Alors, vous avez plus de poids que vous ne le pensez, a-t-il dit. La question n'est pas de savoir si vous pouvez agir. C'est de savoir à quel point, vous voulez être bruyante quand vous le ferez. Je suis rentré à Columbus cet après-midi-là, avec 2 routes devant moi, la route bruyante, le procès, le déballage public de tout ce que Brett avait caché, et une autre, plus silencieuse, que je ne voyais pas encore clairement. Elle était déjà là. Je ne m'étais simplement pas tourné vers elle. Ce soir-là, j'ai fait ce que je fais de mieux, j'ai répertorié. J'ai sorti tous les dossiers auxquels j'avais accès en tant que co-emprunteur, ce qui s'est avéré être beaucoup, car la banque m'avait envoyé des avis pendant 11 ans, que j'avais classés sans jamais vraiment les lire. Relevé, devis de remboursement, historique des refinancements. Étalé sur la table de ma cuisine, la maison de Brett racontait une histoire que personne dans ma famille n'avait jamais entendue à voix haute. Le prêt initial, lors de l'achat, était modeste. Puis sont venus les refinancements. Chacun retirant des liquidités pour quelque chose, un bateau une année, une opportunité commerciale une autre. Les frais de scolarité que mes parents pensaient avoir payés intégralement, avaient en réalité été intégrés à la maison, discrètement. À chaque fois, le solde grimpait. À chaque fois, mon nom faisait partie du voyage, car on ne peut pas refinancer le prêt d'un co-emprunteur, sans le co-emprunteur. À chaque fois, il glissait les pages sur une table de cuisine, montrait la ligne, et je signais là où le doigt de Brett se posait, confiante que c'était de la routine. De la manière dont j'avais été éduqué à faire confiance. Je n'avais jamais lu au-delà de ma propre signature. C'était la première nuit, où j'étalais toute l'histoire à plat, et où je lisais réellement ce que j'avais signé. La maison que mes parents se vantaient d'avoir achetée comptant pour leur fils, était endettée jusqu'à la charpente. Et la seule raison pour laquelle elle ne s'était pas effondrée sous son propre poids, c'était la fille qui couvrait discrètement les mois où il manquait de l'argent. Je suis resté assise là, un long moment. Dehors, ma propre rue était sombre et payée. J'ai repensé à tous les Noëls où je rentrais de cette table, en me sentant comme la parente pauvre, alors que la vérité était tout le contraire. Je n'étais pas le cas social de la famille. J'en étais la fondation. Ils avaient simplement construit toute la maison en tournant le dos, pour que personne n'ait jamais à me regarder. Quelque chose en moi est devenu très calme. Pas en colère. Calme. Le lendemain, je trouverai le dossier d'origine. Je voulais revoir ma propre signature avec mes propres yeux. Le dossier était dans le tiroir du bas de mon bureau, une chemise cartonnée ordinaire, ramollie au coin par 11 années à la déplacer, sans jamais l'ouvrir. Les documents de clôture. J'ai préparé du café, je me suis assise, et j'ai lu chaque page comme je lirais le dossier d'un patient. Lentement. À la recherche de ce qui compte. La page 4 était le billet à ordre. Et là, en bas, à côté de la signature bouclée de mon frère, il y avait la mienne. Georgia Palmer, 23 ans, à l'encre bleue. Soignée. La signature d'une fille qui pensait qu'on lui faisait enfin confiance pour quelque chose. Co-emprunteur. Pas co-signataire. Copropriétaire. Je suis resté le doigt dessus pendant un long moment. Puis j'ai sorti le carnet. Mon vrai carnet. Celui où j'avais noté chaque manque à gagner pendant 11 ans. Et j'ai fait le total pour la première fois. Je ne m'étais jamais permis de faire le total avant. 71 420 €. C'était ce que j'avais discrètement injecté dans la maison de Brett, pour la maintenir debout. 71 000 €, dans une famille où j'avais dû payer ma propre caution d'appartement avec mes pourboires, à 18 ans. Je n'ai pas pleuré, et je ne ferai pas semblant de l'avoir fait. J'ai juste regardé la page 4, la signature bleue et le nombre, et j'ai compris que je m'étais raconté la mauvaise histoire toute ma vie. L'histoire où j'étais celle qui prenait, alors que depuis le début, le grand livre de comptes allait dans l'autre sens. Cette signature était la chose la plus importante de toute cette histoire.
Alors, gardez-la en tête. Page 4. Mon nom à côté du sien. 71 420 €. Tout ce qui s'est passé à cette table de Noël, s'est résumé à ces 3 choses. Et une seule personne dans la famille savait qu'elles existaient. Moi. J'ai appelé Aaron le lendemain matin, et je lui ai dit de commencer à monter le dossier, l'action en recouvrement, la requête. Je voulais savoir ce qu'il faudrait pour poursuivre Brett pour les 71 000 €, et forcer la vente de la maison. Et je voulais que la famille le sente venir. Il m'a mis en garde à nouveau, ce même avertissement bienveillant, qu'un procès me lierait à eux tous pendant 1 an, ou plus. J'ai dit que je comprenais. Je me disais que c'était la décision forte. Celle où j'arrêtais d'être invisible, et où je les obligeais tous à regarder le livre de comptes, enfin. Pendant quelques jours, c'est exactement là que je me dirigeais. Et le mot a circulé, comme c'est le cas dans les familles. Ashley a entendu de quelqu'un que j'avais engagé un avocat. Ma mère a appelé, déstabilisée pour la première fois, exigeant de savoir si j'allais vraiment entraîner mon frère au tribunal pour une maison. Je n'ai pas nié. Je les ai laissés mariner. Laissez-les imaginer la salle d'audience, le déballage public de tout ce qu'ils avaient caché. Je ne suis pas fier de la façon dont cela m'a fait du bien. Puis un matin, ça m'a rattrapé. J'étais sous la douche, quand je me suis surprise à répéter mon témoignage à voix haute, à me disputer avec un Brett qui n'était même pas dans la pièce, la mâchoire serrée, l'eau devenue froide. J'avais passé 34 ans à vivre à l'intérieur de la cuisine de cette famille. Et maintenant, je dessinais des plans pour y ajouter une nouvelle pièce, une avec une barre des témoins. C'est là que, tard dans la nuit, seul avec le dossier et le chiffre, quelque chose m'a tracassé. Un procès me mettrait dans une pièce avec l'avocat de Brett pendant 1 an. Il maintiendrait mon nom soudé à cette maison, à chaque audience. Il ferait à nouveau de moi celle qui porte tout le fardeau, juste dans un bâtiment différent, avec un moins bon éclairage. Je gagnerais, peut-être. Mais je tiendrais toujours la maison. Et j'étais si fatigué de tenir la maison. Je ne savais pas encore quelle était l'autre route, mais je savais que la route bruyante ramenait directement à la chaise près de la porte cassée. Alors, je suis allé voir Patricia. Patricia avait 91 ans maintenant, et elle était plus vive que des gens qui avaient la moitié de son âge. Elle vivait dans un appartement soigné d'une résidence-service que je l'avais aidée à choisir, et elle préparait toujours le thé comme si c'était une cérémonie. Je lui ai tout raconté. La vente, la maison, la signature, l'avocat, les 71 000 €. Elle a écouté comme elle l'avait toujours fait, les mains croisées, ne manquant rien. Quand j'ai eu terminé, elle ne m'a pas dit que j'avais raison, ce qu'une famille est censée faire. Elle m'a posé une question à la place. Georgia, a-t-elle dit, veux-tu gagner, ou veux-tu être libre? J'ai ouvert la bouche pour dire les deux. Elle a levé un doigt avant que je ne puisse le faire. Ce n'est pas la même chose, a-t-elle déclaré. Gagner, te maintient sur le ring. Libre, signifie que tu en sors. Elle a bu une gorgée de son thé. Tu as été sur le ring toute ta vie, ma chérie. Même ta vengeance est une façon d'y rester, le procès, le tribunal, les forcer à regarder. C'est toujours toi qui te donnes en spectacle, pour des gens qui n'ont jamais applaudi. Je suis resté parfaitement immobile. Tu ne dois ta colonne vertébrale à personne, a-t-elle dit. Ni ton argent, ni tes années, et ni les 3 prochaines années dans un palais de justice, à prouver un point qu'ils n'admettront jamais que tu as gagné. Elle a posé sa tasse. Alors ne te bats pas contre eux pour la maison. Arrête simplement de la soutenir, et laisse la maison leur dire la vérité que tu as été trop gentil pour prononcer. Quelque chose s'est retourné en moi, calme et définitif. J'avais prévu de jeter tout le poids de cette maison sur ma famille. Patricia me disait de simplement la poser, de reculer et d'observer. Pendant 11 ans, j'avais été la chose qui l'empêchait de tomber. La chose la plus puissante que je pouvais faire, c'était rien. Je devais juste m'arrêter. J'ai conduit jusqu'à la maison, avec la question de Patricia qui tournait dans ma tête. Et quelque part sur cette autoroute grise, tout s'est mis en place. Je n'avais besoin de poursuivre personne en justice. Je n'avais pas besoin d'une salle d'audience, ou d'un règlement de compte public, ou d'une seule voix qui s'élève. J'avais juste besoin d'arrêter d'être le seul. Voici ce que j'ai compris. Pendant 11 ans, la seule chose qui maintenait la maison de Brett debout, c'était moi, comblant discrètement les déficits pour que le prêt ne soit jamais en défaut. Si j'arrêtais simplement,
la maison arriverait à échéance d'elle-même. Brett prendrait du retard, comme il le faisait toujours, et cette fois, aucun chèque discret n'apparaîtrait pour le sauver. Et la seule porte de sortie pour lui, serait la porte que je lui montrais du doigt depuis 10 ans, refinancée à son propre nom. Ce qu'il ne pouvait pas faire. Il ne pouvait pas se qualifier pour un prêt en 11 ans, et il ne le pouvait certainement pas maintenant, avec la maison hypothéquée jusqu'au plafond. Sans moi, les mathématiques n'avaient qu'une seule réponse, la maison devrait être vendue, pour rembourser le billet à ordre. Et quand elle serait vendue, mon nom en serait enfin retiré proprement. Je serais libre. Pas par un combat, par soustraction. La vengeance que ma famille ne verrait jamais venir, n'était pas une attaque. C'était une absence. J'allais simplement retirer la seule chose qu'ils n'avaient jamais remarquée. C'était la chose la plus au moins que je pouvais faire. Une infirmière ne brise pas le corps pour prouver un point. Elle arrête de soutenir ce qui n'a jamais été sain, et le laisse trouver son propre équilibre. Ma famille avait passé 34 ans à insister sur le fait que je n'avais besoin de rien, et que le fils en or avait besoin de tout. Très bien, j'allais leur donner exactement la famille qu'ils avaient conçue. Une où je ne donnais rien, et où nous verrions enfin, tous, qui avait soutenu qui. J'ai appelé Aaron, et je lui ai dit que je changeais de direction. Pas de procès. Il est resté silencieux une seconde. Puis, j'ai entendu quelque chose qui ressemblait à du respect dans sa voix. Dites-moi, a-t-il dit. Alors je l'ai fait. Je lui ai dit que je voulais faire 2 choses simples et légales. Premièrement, j'allais cesser de couvrir les déficits de Brett, avec effet immédiat. Plus de chèques discrets. Deuxièmement, je voulais notifier le gestionnaire du prêt par écrit, que je ne pallierais plus au paiement sur le compte, et demander formellement la procédure et les chiffres pour libérer mes intérêts. Vous êtes dans votre droit pour les deux, a affirmé Aaron. Vous n'êtes pas tenu de subventionner un co-emprunteur pour toujours. Il m'a aidé à rédiger la lettre cet après-midi-là. Elle était courte et banale, le genre de lettre qui change une vie sans élever la voix. J'ai notifié le gestionnaire de ma position. J'ai demandé un devis de remboursement, et les conditions pour retirer mon nom. J'ai mis au clair, en termes simples, que tout déficit futur ne serait pas couvert par moi. Je l'ai signé, Georgia Palmer, le même nom que sur la page 4, 11 ans plus âgé. Puis je l'ai posté, 4 jours avant Noël. Je veux que vous remarquiez quand cela s'est produit. La chose décisive, le véritable tournant de toute l'histoire, ne s'est pas produit à la table du dîner. Il s'est produit dans un bureau de poste calme un mercredi, sans que personne ne regarde. Pas de discours, pas de « je t'ai bien eu ». Au moment où j'ai conduit jusqu'à Dayton pour Noël, c'était déjà fait. Le sol avait déjà disparu. La maison était déjà en train de tomber. Il ne pouvait simplement pas encore le sentir. Je serais assise à cette table près de la porte cassée, quand la première fissure les atteindrait. Et la seule chose que je prévoyais de faire, c'était de dire la vérité calmement, une seule fois, et de partir. Et les gens continuent de demander, pourquoi je n'ai pas juste fait le chèque pour maintenir la paix. Voici ce qu'il en est, d'être le filet de sécurité d'une famille, personne ne remercie le filet. Il ne le voit même pas. Il ne le remarque que le jour où il a finalement disparu, et qu'il percute le sol qu'il jurait être solide. J'avais été le filet pendant 11 ans. Ce mois de décembre-là, j'ai décidé de découvrir ce qui se passerait si je m'effaçais simplement. Si vous avez déjà été le filet de quelqu'un, restez avec moi pour la suite, et abonnez-vous. Le rassemblement a eu lieu le dimanche dont je vous ai parlé, le jambon, les assiettes à liseré doré, et la chaise près de la porte. C'est là que l'argent est venu sur le tapis. Nous étions à la moitié du dîner quand Ashley a posé sa fourchette, m'a regardé de l'autre côté de la table avec un sourire éclatant et terrible, et a annoncé à la cantonade, alors, on ne va pas parler des 25 millions d'euros de Georgia. L'horloge en forme d'étoile a fait tic-tac dans le silence. Mon père a arrêté de mâcher. La main de ma mère a porté à son col. Brett m'a regardé comme si j'avais caché une deuxième tête. De quoi elle parle, a-t-il demandé. Alors je leur ai dit clairement, parce qu'il ne servait plus à rien de le cacher. J'avais bâti une entreprise. Je l'avais vendue. C'était un bon chiffre. J'ai fait court et sans émotion, comme Patricia me l'avait appris. Et j'ai regardé la température de la pièce changer en temps réel. Le choc de ma mère a duré environ 4 secondes avant de se transformer en autre chose. Du calcul. J'avais vu ce regard exact sur son visage toute ma vie.
Le regard qui précédait nous ne pouvons miser que sur un seul cheval. Elle s'est penchée par-dessus la table et a mis sa main sur la mienne, chaude et moite. Ma chérie, a-t-elle dit. C'est merveilleux. C'est une telle bénédiction pour cette famille. Cette famille. Pas moi. La famille. Et puis, plus doucement. La vieille loi dépoussiérée est visée, et ton frère traverse une période tellement difficile en ce moment. Tu n'en as pas besoin. Elle a serré ma main. Lui, si. Le revoilà. Tout le credo de mon enfance, énoncé au-dessus d'un jambon dont j'aurais pu acheter une centaine. Je n'ai pas retiré ma main. Je l'ai simplement regardé. Et pour la première fois de ma vie, je n'ai pas ressenti le besoin de lui expliquer pourquoi elle avait tort. Les choses sont allées vite après ça, comme elles le font toujours une fois que le chiffre est sur la table. Mon père s'est raclé la gorge, et a commencé à parler de garder la richesse dans la famille. Brett, enhardi, s'est penché en avant. Écoute, je ne demanderai jamais, a-t-il dit, en demandant. Mais la maison est un peu juste. Si tu m'avançais quelque chose, même un prêt. Il a nommé un chiffre, puis un plus gros. À la fin du repas, un prêt était devenu état juste par à donner, comme si mon entreprise avait été un projet familial que j'avais égoïstement encaissé seul. Ashley a délivré la réplique qu'ils avaient clairement répétée. Après tout ce que tes parents ont fait pour toi en grandissant, a-t-elle assoné, tu laisserais vraiment ton propre frère perdre sa maison. J'ai presque admiré le culot de la chose. Tout ce que mes parents avaient fait pour moi. J'ai fait la liste mentalement. La caution de l'appartement dont ils n'avaient pas voulu se porter garant. Les frais de scolarité qu'ils avaient payés pour lui 2 fois, le pick-up, le loyer, la maison avec mon nom dessus, les 4000 € de mes économies dans la compte. Tout ce qu'ils avaient fait pour moi tenait dans un dé à coudre, et tout ce qu'ils avaient pris remplirait cette maison jusqu'au toit. Mais je n'ai rien dit de tout ça. Pas encore. Brett, me voyant rester silencieuse, a pris cela pour une faiblesse. L'argent de la famille revient à la famille, Georgia, a-t-il déclaré, comme s'il citait une sagesse ancestrale au lieu de l'inventer sur place. C'est comme ça que ça marche. J'ai regardé mon frère, qui n'avait jamais de sa vie refinancé quoi que ce soit pour s'en sortir, qui était assis dans une maison dont il ignorait qu'elle coulait, me faire la leçon sur la façon dont l'argent revient. Laisse-moi y réfléchir, ai-je répondu, et je le pensais. J'avais encore une chose à confirmer avant Noël. J'appellerai Aaron lundi matin. Avant que je ne parte ce dimanche-là, mon père m'a suivi sur le porche. La contreporte a claqué derrière nous, le loquet ne s'accrochant à rien, comme toujours. Denny se tenait là, les mains dans les poches, regardant le jardin. Et pour un instant, il n'était qu'un vieil homme dans le froid. Ta mère ne devrait pas insister comme ça, a-t-il dit doucement. C'était ce qui se rapprochait le plus d'une prise de parti en ma faveur, que j'avais entendue en 34 ans. Je sais que ça n'a pas été équitable, a-t-il continué. Entre toi et ton frère. Je le sais. Quelque chose dans ma poitrine s'est desserré, très légèrement, contre ma volonté. J'ai attendu. Pendant une seconde, j'ai cru que mon père allait s'excuser, et j'ai compris à quel point j'avais voulu cela toute ma vie. Puis, il a soupiré et tout gâché. Mais tu t'en es bien sorti, Georgie. C'est toujours le cas. Et Brett, il n'est pas fort comme toi. Il a besoin d'aide. Nous avons fait ce qu'il fallait pour celui qui ne pouvait pas s'en sortir seul. Le voilà, le même calcul, mais avec un visage plus triste. Je m'en étais bien sorti, donc je ne méritais rien. Brett ne pouvait pas s'en sortir, donc il méritait tout. Ma force avait toujours été la raison pour laquelle on me donnait moins. Il m'a avoué alors, presque comme une confession, qu'il avait puisé dans la valeur nette de sa propre maison il y a des années pour aider Brett, que sa retraite était plus maigre que ma mère ne le savait, qu'il avait peur. Et j'ai eu de la peine pour lui, vraiment. Mais la peur n'est pas un titre de propriété sur ma vie. Je suis désolé que tu aies peur, papa, ai-je dit, et je le pensais. Mais tu as dépensé ton filet de sécurité pour le mauvais fils. J'ai conduit jusqu'à Columbus dans l'obscurité. Il n'a pas demandé de quel fils je parlais. La lettre que j'avais postée faisait son œuvre silencieusement, pendant que la famille était occupée à planifier comment dépenser mon argent. 3 jours avant Noël, le gestionnaire du prêt a traité mon avis. Le paiement de décembre était insuffisant, comme toujours. Mais cette fois-ci, aucun chèque silencieux n'est apparu de Columbus pour le couvrir.
Pour la première fois en 11 ans, le déficit est resté là, non comblé, et le compte a basculé dans la délinquance. Brett a reçu l'avis par la poste la même semaine. Je sais exactement à quoi il ressemblait, car j'avais été celle qui recevait ses avis depuis 10 ans et qui les classait. En souffrance. Action requise. Un montant avec une date limite. Brett n'en avait jamais vu un auparavant, parce que je m'étais toujours assuré qu'il n'ait pas à le faire. Il n'avait aucune idée de ce qui avait changé. Il n'avait aucune idée que le changement, c'était moi, enfin absente. Il a appelé mes parents, paniqués, au lieu de moi. Parce que, dans son esprit, c'était moi qui avais de l'argent maintenant, pas celle qui soutenait sa maison depuis le début. L'ironie était presque trop parfaite. Il a passé toute cette semaine, à croire que sa grande sœur thésaurisait 25 millions, tout en refusant d'aider. Sans jamais se douter une seule fois, que l'aide avait été là, silencieusement, tout le temps, et qu'elle s'était simplement arrêtée. Ma mère m'a appelé, affolée, disant que l'hypothèque de Brett était quelque part en retard et que la banque a dû faire une erreur. J'ai laissé l'appel aller sur la messagerie vocale. Il n'y avait pas d'erreur. Il y avait juste, pour la première fois, la vérité arrivant selon son propre calendrier. Je n'avais pas à lever le petit doigt à cette table. La maison le leur disait déjà. Il n'avait simplement pas encore appris à lire son écriture. Moi, je l'avais apprise, il y a 11 ans. Brett a fini par m'appeler lui-même la veille du réveillon de Noël. Pas de point d'exclamation cette fois. Il criait avant même que je ne dise bonjour. La maison était en retard. La banque envoyait des lettres. Est-ce que j'étais au courant de ça? Parce que le timing est terriblement pratique, n'est-ce pas? Juste après que tout le monde a découvert pour ton argent. Je l'ai laissé s'essouffler. Puis, j'ai dit la chose la plus calme que j'ai jamais dite à mon frère, Brett, refinance la maison à ton propre nom. Silence. Comme je te le demande depuis 11 ans, ai-je poursuivi. Retire mon nom de cette maison. Fais en la tienne. Comme maman et papa ont toujours dit à tout le monde qu'elle l'était déjà. Encore du silence, puis la petite voix, celle qui se cachait sous les cris. Je ne peux pas, a-t-il dit. Ils m'ont dit que je ne me qualifiais pas. Mon crédit, mes revenus. Je ne peux pas être approuvé seul. Et voilà. La première chose vraie que mon frère m'ait dite depuis des années. Je sais, ai-je répondu doucement. Tu ne l'as jamais pu. C'est pour ça que mon nom est dessus, depuis que tu as 26 ans. Je pouvais l'entendre essayer de faire les mathématiques qu'il n'avait jamais eu à faire. Attends, a-t-il lâché. Ton nom? Sur ma maison? Sur notre maison? J'ai dit, page 4, co-emprunteur. J'ai mis 4000 € dans la compte, et j'ai couvert tes déficits pendant 11 ans. Une longue et affreuse pause. Alors pourquoi est-elle en retard maintenant, a-t-il murmuré. Parce que j'ai arrêté, ai-je expliqué. C'est tout. J'ai juste arrêté. Je n'ai pas jubilé. Je n'ai pas élevé la voix. J'ai juste laissé mon frère s'asseoir, pour la première fois de sa vie, au cœur des conséquences. On se voit au dîner demain, ai-je conclu. Et j'ai raccroché. J'allais tout dire une fois dans la pièce, et ensuite je partirais. Bien sûr, Brett a appelé notre mère à la seconde où nous avons raccroché. Et bien sûr, elle m'a appelé. Et bien sûr, elle avait décidé que la méchante de l'histoire, c'était moi. C'est le problème avec l'arithmétique d'une famille qui n'a fonctionné que dans un sens, toute votre vie. Même la vérité est inscrite du mauvais côté du grand livre de comptes. Comment as-tu pu, a-t-elle demandé, ce n'était même pas une question. Comment as-tu pu faire ça à ton frère à Noël? Je lui ai demandé ce qu'elle pensait exactement que j'avais fait. Tu le punis, a-t-elle accusé. Tu lui en as toujours voulu. Et maintenant que tu as de l'argent, tu t'en sers pour le ruiner. Par jalousie. Par jalousie? J'avais dépensé 71 000 € pour garder un toit au-dessus de la tête de son fils. De l'argent dont elle ignorait l'existence. Et elle avait trouvé le moyen d'appeler ça de la jalousie. Je ne lui donne rien, et je ne lui prends rien, ai-je rétorqué. Je ne paie tout simplement plus pour une maison que je n'aurais jamais dû payer. Elle n'écoutait pas. Elle n'avait jamais écouté. Elle s'est repliée, comme toujours, sur la plus vieille réplique qu'elle connaissait. Nous avons fait de notre mieux avec ce que nous avions, a-t-elle dit. On ne peut miser que sur un seul cheval, Georgia. Tu le sais.
Tu as toujours su que tu t'en sortirais bien. On ne peut miser que sur un seul cheval. La phrase qui avait façonné toute mon enfance, était maintenant offerte comme défense, pour laisser son fils se noyer dans une dette que j'écopais depuis une décennie. Pour la première fois, cela n'a pas résonné comme une blessure. C'est tombé comme un aveu. Elle m'avait dit la vérité sur cette famille, il y a 34 ans, et j'avais passé ma vie entière à essayer de lui prouver le contraire en me rendant indispensable. J'avais fini de le prouver. On se voit au dîner, maman, ai-je conclu. J'ai appelé Aaron une dernière fois, le matin de la veille de Noël. Je voulais entrer dans cette maison en sachant précisément ce qui était vrai, et ne rien dire que je ne puisse assumer. Je lui ai demandé de confirmer où en étaient réellement les choses. Il a été prudent, comme le sont les bons avocats. Voici ce que je peux vous dire. Vous avez légalement cessé de couvrir les déficits. Le compte est en souffrance. Si votre frère ne peut pas le mettre à jour, et ne peut pas refinancer à son propre nom, alors à un moment donné, le prêteur se dirigera vers les recours prévus dans le billet à ordre. Ce qui signifie, ai-je dit. Ce qui signifie présomptivement, que la maison est vendue pour satisfaire le prêt, a-t-il expliqué. Mais comprenez bien, le calendrier n'est pas sous votre contrôle, et ce n'est pas instantané. Le gestionnaire a son propre processus. Un tribunal peut être impliqué. Personne ne peut vous promettre exactement comment, ou quand, cela se résoudra. J'ai apprécié qu'ils ne me vendent pas du rêve. Et mon nom? Quand le prêt sera remboursé, que ce soit par la vente ou par un refinancement, votre nom en sera retiré. Vous partirez proprement. Cette partie-là est solide. C'était tout ce dont j'avais besoin. Je n'allais pas à cette table pour menacer qui que ce soit, ou pour promettre des résultats que je ne pouvais pas garantir. J'allais leur dire ce que j'avais fait, ce qui était vrai, et ce que je ne ferais plus. Ensuite, j'allais mettre mon manteau, et rentrer chez moi, dans une maison qui m'appartenait pleinement, sans le nom de personne d'autre dessus, et sans le poids de personne d'autre sur mon dos. J'ai préparé un petit sac, au cas où je devrais partir vite. Je ne prévoyais pas de rester longtemps. Je le dirai une fois, calmement, devant eux tous. Et ensuite, pour la première fois en 34 ans, je laisserai la porte claquer derrière moi, sans me retourner pour réparer le loquet. Le dîner de Noël était à 18h, et je suis arrivé à 18h pile. Parce que je n'allais donner à personne la satisfaction, de dire que j'étais en retard en plus de tout le reste. La maison sentait comme toujours. Jambon au clou de girofle, pain, le sapin de Noël en céramique sur le buffet avec ses petites chevilles lumineuses en plastique. Celui que ma mère avait exposé chaque année de ma vie. L'horloge en forme d'étoile faisait tic-tac au-dessus de la table. La belle porcelaine était encore sortie. Les liserés dorés accrochaient la lumière. 6 couverts, Brett en bout de table, ma chaise près de la porte. Certaines choses qu'une famille ne changera jamais. Même quand le sol s'effondre sous elle. Ils étaient tous là. Ma mère, le visage fermé et pleine de vertu. Mon père, qui refusait de croiser mon regard. Brett, gris et creusé comme un homme qui n'avait pas dormi, ce qui était le cas. Ashley perché à côté de lui, m'observant comme on observe un orage éclater. 2 tantes plus loin sur la table, qui avaient clairement été briefées, et qui avaient composé leur visage pour exprimer la désapprobation. Le jury au grand complet. Je me suis assise sur ma chaise près de la contreporte cassée. Le loquet cliquetait contre le cadre dans le vent de décembre, ce petit cliquetis familier, le son de la seule chose dans cette maison, que personne d'autre que moi ne prenait la peine de maintenir fermé. J'ai croisé les mains. J'ai attendu. J'avais appris il y a longtemps, assise avec des gens effrayés dans le noir, qu'on ne comble pas un silence pour se mettre à l'aise. On le laisse faire son travail. Alors je l'ai laissé. Et de l'autre côté de la table, mon frère, qui avait passé toute sa vie à se voir offrir la place en bout de table, et qui n'avait jamais eu à mériter sa chaise une seule fois, a ouvert la bouche, et la soirée a commencé à s'effondrer. Brett n'a pas attendu le bénédicité. Il a posé sa fourchette avant même que les assiettes ne soient pleines, et m'a regardé avec des yeux qui étaient déjà humides. « Je vais perdre la maison, a-t-il dit. Sa voix a déraillé. Tu comprends ça? Ils vont me prendre ma maison. Ma mère a tendu la main vers lui. Mon père a fixé le jambon. J'ai une femme. J'ai une vie là-bas. Et tu es assise sur 25 millions d'euros. Il a dit ce chiffre comme une accusation, comme si je l'avais volé dans sa poche.
Tu pourrais régler ça d'un seul coup de fil, et tu ne le feras pas. J'ai gardé les mains croisées. À ton avis, combien il faudrait pour régler ça, Brett, ai-je demandé d'un ton égal. Il l'a nommé avant de pouvoir s'en empêcher, 15 millions. La table est devenue silencieuse. Même les tantes semblaient surprises par l'ampleur de la somme. Il avait demandé un prêt 2 semaines plus tôt. Maintenant paniqué, il passait à 15 millions de mes 25 millions, comme si mes 8 années de semaine de 100 heures étaient un gâteau que nous étions tous censés nous partager. Au moins 15, a-t-il dit plus doucement, s'entendant lui-même, pour être sûr. Pour me remettre d'aplomb. Puis mon frère, à 37 ans, a glissé de sa chaise en bout de table, et s'est mis à genoux sur le sol de la cuisine de ma mère, en pleurant. Pleurant vraiment, comme je ne l'avais pas vu faire depuis que nous étions enfants. S'il te plaît, a-t-il supplié, s'il te plaît, Georgia. Tu es ma sœur. Ne les laisse pas tout me prendre. Et ma mère, regardant son fils sur le sol, a tourné toute la force de ses 34 ans contre moi. Elle s'est levée si vite que sa chaise a raclé le sol. Regarde ce que tu lui fais, a-t-elle hurlé. Regarde ton frère. C'est toi qui as fait ça. Tu as volé son avenir, Georgia. Tu es entré ici avec ton argent, et tu as volé son avenir. L'horloge en forme d'étoile faisait tic-tac. Le loquet cliquetait. Mon frère pleurait sur le lino, et ma mère hurlait que j'étais une voleuse. Et tous les visages à cette table se sont tournés vers moi, attendant de me voir m'effondrer ou céder, comme je l'avais toujours fait. Je n'ai fait ni l'un ni l'autre. Je les ai tous regardés très calmement. Et j'ai ressenti, de toutes les choses, une sorte de paix. Parce que j'ai enfin compris, que j'étais la seule personne dans cette pièce, à savoir ce qui était réellement vrai. Et j'étais sur le point de le dire une fois, clairement, et de ne plus jamais m'expliquer dans cette maison. Je n'ai pas haussé la voix. J'ai découvert que plus vous parlez doucement, plus une pièce doit devenir bruyante pour vous entendre, jusqu'à ce que tout le monde se penche en avant, malgré lui. Je veux dire une chose, ai-je déclaré. Et après, je vais finir mon dîner et rentrer chez moi. Ma mère restait debout, respirant bruyamment. Brett a levé les yeux du sol. Cette maison, ai-je dit en faisant un signe de tête vers l'avant de la propriété, en direction de la maison de Brett à l'autre bout de la ville, a eu 2 noms sur le prêt pendant 11 ans, celui de Brett, et le mien. Silence. La tête de mon père s'est relevée lentement. Je ne suis pas co-signataire, ai-je précisé. Je suis co-emprunteur. J'en possède la moitié. Et ce, depuis que Brett a 26 ans, quand aucune banque sur Terre ne voulait lui prêter un centime seul. Et que maman et papa ont conduit jusqu'à Columbus, pour me demander de mettre mon nom et 4000 € de mes économies en jeu. Pour que la famille puisse acheter une maison à son fils. J'ai laissé cela s'installer. Et pendant 11 ans, à chaque fois que Brett était à court, j'ai discrètement couvert le déficit. 71 000 € en tout. Aucun de vous ne le savait. C'est la seule raison pour laquelle, cette maison n'a jamais coulé. Ashley était devenue très pâle. La bouche de Brett était ouverte. L'air vertueux de ma mère a vacillé juste une seconde, pour laisser place à quelque chose qui ressemblait à de la peur. La semaine dernière, ai-je dit, j'ai arrêté. C'est tout ce que j'ai fait. Je n'ai poursuivi personne. Je ne vous ai pris aucun euro à aucun d'entre vous. J'ai simplement arrêté de payer pour une maison qui n'était pas censée être à ma charge. La seule façon pour que mon nom soit retiré de ce prêt maintenant, c'est que Brett le refinance à son propre nom. Et nous savons tous qu'il ne peut pas le faire. J'ai regardé mon frère sur le sol. Tu n'as pas perdu ton avenir, Brett. Tu as vécu sur le mien depuis que tu as 26 ans. J'ai juste arrêté de te le prêter. Ma mère a retrouvé sa voix, faible et tremblante. L'argent de la famille a-t-elle commencé? Reviens à la famille. Tu as raison, ai-je dit. Et pour la première fois de la soirée, je me suis permis un sourire, petit et fatigué. C'est vrai. Il revient enfin à la maison. J'ai pris ma fourchette. Personne n'a bougé. L'horloge faisait tic-tac quelque part au-dessus de la table. Mon père a expiré, un souffle long et grave. Comme un homme qui connaissait la vérité depuis 11 ans, et qui venait juste d'être forcé de l'entendre à voix haute. J'ai pris une bouchée du jambon que j'avais pratiquement payé. Il était très bon. Pendant une seconde, personne dans cette cuisine ne savait que faire d'une Georgia qui ne bronchait pas.
Puis, ma mère a fait la seule chose qu'elle savait faire, elle a haussé le ton. Après tous nos sacrifices, a-t-elle crié. Nous avons fait de notre mieux. On ne pouvait miser que sur un seul cheval. Tu le sais. Nous te l'avons dit. Et j'ai posé ma fourchette, et je lui ai dit la dernière chose que j'avais à dire, doucement, parce que ce n'était pas une attaque. C'était juste, enfin, la vérité. Tu as dit que vous ne pouviez miser que sur un seul cheval, maman, lui ai-je rappelé. Tu avais raison. Mais vous avez passé 34 ans, à regarder du mauvais côté de l'écurie. Elle s'est tue. Tu n'as jamais remarqué une seule fois, lequel de nous deux portait réellement toute la grange. Les tantes fixaient leurs assiettes. Ashley s'était éloigné de Brett de quelques centimètres. Comme le font les gens quand ils réalisent qu'ils ont parié sur la main perdante. Et mon frère, toujours à moitié sur le sol, m'a regardé avec une expression que je ne lui avais jamais vue. Pas de la colère, ni même de la peur. Exactement de la reconnaissance. La prise de conscience, avec 11 ans de retard, de ce que j'avais réellement été pour lui tout ce temps, ce que cela m'avait coûté, et à quel point aucun d'eux ne s'était jamais retourné pour le voir. Je me suis levé. La chaise près de la porte cassée a raclé le sol. Le loquet cliquetait dans le vent. Ce vieux son familier, celui que personne d'autre que moi ne prenait la peine de bloquer contre le froid. Je n'allais pas le bloquer ce soir. J'ai mis mon manteau. Ma mère parlait encore, les mots devenant plus petits, comme le bruit d'un orage quand on l'a dépassé. Je ne suis en colère contre aucun de vous, ai-je déclaré depuis l'encadrement de la porte. Et je le pensais, ce qui m'a surprise plus que tout. Je ne vais pas me battre contre vous. Je ne vais pas intenter de procès. J'ai passé toute ma vie sur le ring de cette famille, et j'en sors enfin. J'ai regardé Brett. J'espère que tu vas trouver une solution pour la maison. Vraiment. Mais je ne serai pas celle qui la trouvera pour toi. Plus maintenant. J'ai regardé mes parents. Ne m'appelez pas pour de l'argent. Je ne répondrai pas. Si vous voulez m'appeler pour autre chose, quoi que ce soit qui n'est pas un chiffre, je décrocherai. Le choix vous appartient. Il l'a toujours été. Puis, j'ai ouvert la contre-porte, et le vent s'y est engouffré. Et le loquet cassé a cogné contre le cadre, comme il l'avait fait toute ma vie. Pendant 34 ans, j'avais été celle qui se retournait pour le fermer doucement, pour réparer ce que personne d'autre ne voulait réparer, pour retenir le froid afin que tout le monde à l'intérieur reste bien au chaud. Je suis sorti sur le porche. J'ai laissé la porte battre. Je ne me suis pas retourné, et je n'ai pas tendu la main derrière moi. Dans mon dos, je l'ai entendu cogner une fois, 2 fois, lâche et cliquetante. Et puis, j'étais en bas des marches, dans le noir propre et froid. Et pour la première fois de ma vie, le loquet était le problème de quelqu'un d'autre. Voici comment ça s'est terminé. Puisque je sais que vous voulez le savoir. Brett n'a pas pu refinancer. Bien sûr que non. Cela ne s'est pas fait d'un seul coup, comme une partie de moi s'y était préparée. Le gestionnaire a fait ce que font les gestionnaires, il a envoyé les avis, a donné à Brett une fenêtre pour régulariser le prêt, et a attendu le délai exigé par les documents. Il n'a pas pu le régulariser, et aucun chèque silencieux n'est venu le sauver. Au bout de 3 mois dans la nouvelle année, cette fenêtre étant fermée et le compte étant trop en retard pour être sauvé, le prêteur a entamé les démarches pour récupérer ce qui lui était dû. Et la maison a été mise en vente, pour rembourser le prêt. Elle a été vendue au printemps, à un jeune couple qui attendait un bébé. Ce qui m'a plu, car au moins l'érable ombragerait quelqu'un qui l'avait mérité. Quand le prêt a été remboursé à la clôture de la vente, mon nom a enfin été retiré du billet à ordre. 11 années effacées, par une simple ligne sur un relevé de clôture. J'étais libre. La retraite de mon père était plus maigre que ma mère ne l'avait jamais compris. Et ils ont déménagé dans un endroit plus petit, discrètement, comme ils avaient fait pour tout ce qui les embarrassait. Ashley a quitté Brett dans l'année. Il s'est avéré que sa loyauté allait à une maison et à un statut. Et une fois que ceux-ci ont disparu, elle aussi. Brett est locataire maintenant, comme je l'étais à 18 ans. Et j'entends dire qu'il apprend l'arithmétique que le reste d'entre nous a appris il y a bien longtemps. Je n'ai célébré rien de tout cela. Il n'y avait aucun triomphe à regarder une famille que j'avais aimé se défaire aux coutures qu'ils avaient eux-mêmes cousues. Mais j'ai dormi. Mon Dieu, j'ai dormi. J'ai pris l'argent que j'avais gardé, et j'ai fait une chose avec une partie de celui-ci, qui comptait pour moi.
J'ai créé une bourse d'études pour les aides-soignantes, CNA, des femmes qui payaient elles-mêmes leur certification, comme je l'avais fait. Et je l'ai nommée en l'honneur de Patricia Vance. Elle est venue à la première cérémonie en fauteuil roulant, 92 ans et féroce. Et quand ils ont lu son nom, elle m'a serré la main et a dit, voilà. Ça, c'est l'argent de la famille qui rentre à la maison. Nous avons toutes les deux ri jusqu'à en pleurer. Mes parents n'étaient pas là. Ils ne savaient pas. Et pour la première fois, cette absence n'a pas résonné comme une blessure. C'était juste du silence. Le bon genre de silence. J'ai appris quelque chose à cette table, que j'aurais aimé savoir à 18 ans, assise sur la chaise pleine de courants d'air près de la porte. On peut aimer les gens de tout son cœur, et quand même refuser d'être le sol sur lequel ils se tiennent. On peut être la personne la plus forte de la pièce, et quand même poser la pièce. Et le jour où vous arrêtez enfin de rattraper tous ceux qui étaient heureux de vous laisser faire, vous découvrez la chose qu'ils n'ont jamais voulu que vous sachiez, que vous n'avez jamais été celui ou celle qui avait besoin d'être soutenu. Vous pouvez tenir debout. Vous l'avez toujours pu. C'est ainsi qu'une fille discrète a repris son nom. La belle porcelaine. Page 4. 71 000 €. Personne ne l'a jamais remercié pour ça. Si vous avez déjà été le filet de sécurité, qu'une famille a oublié de voir, écoutez-moi. Vous avez le droit d'arrêter de rattraper, et de regarder ce qui apprend à tenir debout tout seul. Racontez-moi dans les commentaires le jour où vous vous êtes enfin mis de côté. Partagez ceci avec quelqu'un qui soutient encore une maison qui n'a jamais été la sienne. Abonnez-vous. Votre limite est la prochaine étape.